Bonjour tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue au podcast Quand la sexualité blesse. Aujourd'hui, on va aborder les violences sexuelles au masculin. Je me rends compte que malgré le fait qu'on parle beaucoup de violences sexuelles depuis les dernières années, il y a quand même un certain tabou qui persiste chez les hommes victimes d'agressions sexuelles. Puis j'avais envie d'explorer un peu les raisons qui peuvent faire en sorte que les hommes vont moins chercher d'aide ou vont moins dévoiler ce genre de situation-là. Donc je vais être accompagnée d'une intervenante qui s'est spécialisée auprès de cette clientèle-là et d'un homme survivant qui a eu la générosité de venir nous raconter un peu son expérience et son vécu. Évidemment, ça se peut que votre cheminement soit différent, ça se peut que les étapes de votre guérison soient pas les mêmes non plus. Alors, c'est pas parce qu'on va parler de ça, de certains sujets aujourd'hui, que ça représente la réalité de tout le monde. Donc, je tiens quand même à vous rappeler que si cet épisode-là vous fait vivre des émotions, si ça vous fait amener des questionnements ou si vous avez besoin de ventiler ou de parler, bien, on est là, on demeure disponible pour répondre à vos questions. Ça va vraiment nous faire plaisir là, d'avoir vos commentaires et de vous aider par rapport à tout ça. Je veux aussi remercier nos présentateurs de l'épisode d'aujourd'hui, donc le pneu GBM et Esthétique Raymond Saint-Pierre. C'est grâce à ces partenaires-là qu'on peut continuer de faire ce beau projet-là. Donc, encore une fois, j'espère que vous allez apprécier l'épisode d'aujourd'hui et je vais vous souhaiter une bonne écoute. Allégation d'inconduite sexuelle. Un féminicide au Québec. Allégation d'agression sexuelle des quatre joueurs des Olympiques de Gatineau. Plusieurs jeunes filles, plusieurs jeunes hommes qui pensent que le système judiciaire n'est pas efficace. Assez, c'est assez. On veut du changement. On veut que les voix des victimes se fassent entendre davantage. Donc, bonjour à vous deux. J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente de vous voir en vrai. C'est ça qu'on se disait un peu avant l'enregistrement, qu'on n'habite pas full proche. On s'est envoyé des courriels, on s'est parlé un peu au téléphone, mais on s'était pas vraiment vu en personne. Fait que je suis contente quand même de mettre un visage sur les noms avec qui j'ai échangé. Merci de prendre aussi le temps là, de venir nous partager un peu votre expérience, votre vécu, puis vos connaissances en lien avec le sujet d'aujourd'hui. Moi, j'aimerais ça. Je vous ai un peu introduit là, dans notre introduction. J'ai parlé que j'avais une intervenante, que j'avais un survivant, mais j'aimerais ça, si vous voulez, prendre le temps peut-être de vous présenter pour expliquer un peu qui vous êtes, c'est quoi votre bagage, pour que les gens, là, dans le fond, qui nous entendent, comprennent un peu plus là, pourquoi que je vous ai invité puis pourquoi vous êtes important puis pertinent à cette discussion-là. Donc, Lynn, je sais pas si tu voulais nous parler un peu de toi puis de l'organisme aussi pour lequel tu travailles, qui, je pense, n'est pas nécessairement connu en région, là. Oui, ben, moi aussi, je suis super contente d'être là. Ça fait longtemps on avait organisé cette rencontre-là. Là, maintenant, ça s'est fait. Oui, ben moi, je travaillais social psychothérapeute, mais au CRIFA, je suis responsable du développement clinique. Donc, tout ce qui est clinique, c'est moi qui est derrière ça. Hein? Dans le sens que au CRIFAS, on aime beaucoup être le plus à jour par rapport aux recherches sur la problématique, le trauma. Fait que moi, c'est ma job d'essayer d'aller chercher tout ce qui est pour être pertinent. Ouais. Le CRIFAS, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un centre de ressources et d'intervention pour hommes abusés sexuellement dans l'enfance. Pour le moment, c'est dans l'enfance, mais éventuellement, peut-être qu'on va pouvoir offrir plus de services, même pour les hommes qui ont été abusés sexuellement à l'âge adulte. Donc, ça fait partie de un de nos désirs. Puis, bien, le CRIFAS, on a beaucoup de services maintenant. On a des rencontres individuelles. Fait qu'on peut offrir à une personne un suivi individuel qui peut aller jusqu'à 20 rencontres. Mais on a vraiment une grande panoplie de interventions de groupe. Fait qu'on a une grande panoplie. Là, je ne veux pas les décrire parce que il y en a quand même beaucoup, mais c'est vraiment pour s'assurer que la personne là, elle peut recevoir des services tout au long de son processus, parce que un processus en abus sexuel, ça peut prendre des mois, voire des années. Fait que donc, au CRIFAS, on s'assure que la personne va avoir le support dont elle a besoin. Puis, on donne des formations aussi. On se promène souvent à travers le Québec pour former les intervenants qui veulent travailler auprès des victimes d'abus sexuels hommes. Est-ce que les services du CRIFAS sont gratuits? Oui, depuis
Michael, si tu t'en souviens, mais je pense depuis la fin de l'année 2022, là, c'était une décision. Donc, on est très content de pouvoir offrir ces services-là gratuitement. Ouais. Oui, je me souviens. Et bonjour tout le monde. Puis moi aussi, je suis content d'être là avec vous autres. Effectivement, je suis sur le CA du CRIFAS aussi, comme on l'a dit dans la présentation. Je suis vice-président du conseil d'administration du CRIFAS depuis juin 2021, je crois, ou 2020. Le temps passe vite là, depuis la pandémie. Là, je suis pas sûr si ça fait déjà 2 ans, 3 ans même, mais bon, vraiment, c'est toujours, je suis toujours, motivé à faire partie des interventions à propos des survivants d'agressions sexuelles masculins parce que il y en a pas beaucoup, puis c'est une belle occasion que vous nous donnez. Donc merci d'avoir préparé cette émission. Puis, dans le fond, de ce que je comprends, toi, Michael, t'es un survivant puis t'as décidé de t'impliquer dans l'organisme après? Oui, exactement. Bon, j'ai quand même une longue histoire avec le CRIFAS. Moi, bon, j'ai 38 ans, mais la première fois que je suis arrivé au CRIFAS, l'organisme avait tout juste 10 ans. C'était en 2007. Il venait de faire son site web. C'était l'époque où la transition numérique était pas tout à fait encore très avancée. Mais là, le CRIFAS s'était mis là, puis moi, j'étais le genre de gars qui allait tout le temps en ligne pour tout et rien, parce que c'est ça, le millénial oblige. Puis bref, j'ai vu ça en ligne, puis j'ai envoyé un courriel parce que je trouvais que c'était plus facile d'y aller sans me montrer la face, là, c'est comme on dit. Puis disons que après ça, on m'a rappelé, puis j'ai pris un rendez-vous, puis de fil en aiguille, j'ai fini par m'inscrire à un groupe là qu'on appelle phase 1. C'est la phase, moi j'appelle ça un peu la phase de coming out pour les survivants, parce que c'est la première fois où t'apprends des choses sur c'est quoi être survivant, c'est quoi les agressions sexuelles, puis comment ça fonctionne pour les gars. Et c'est la première fois que t'en parles à d'autres gars dans un même groupe, ce qui est quand même une expérience extraordinaire. C'est pas facile, mais mon Dieu que c'est libérateur. Puis c'est là, en 2007, que j'ai commencé à être avec l'organisme. Et après après une phase puis des rencontres individuelles, j'ai fait un long bout de chemin tout seul. Et 10 ans plus tard, quand le CRIFAS avait à peu près 20 ans, en 2017, je suis revenu. C'est là que j'ai rencontré Lynn. Puis d'autres intervenants du CRIFAS avec qui j'ai eu très belle relation qui s'est développée depuis. Je reviens de loin, c'était vraiment un beau cheminement, je pense que j'ai fait. Mais en plusieurs parties, parce que c'est long, puis on grandit là-dedans, mais pas tout en même temps. Puis je pense que maintenant, le fait de m'impliquer sur le CA, même si c'est pas une énorme job, puis je sens pas que je change le monde, ben à quelque part, d'une certaine manière, là, je permets quand même à ça de continuer d'exister, puis de fonctionner, puis de rejoindre plus d'hommes survivants qui ont besoin de s'affranchir de leur fardeau. Mais c'est intéressant de voir que la première approche que tu as eue, c'était en 2007 parce que ça fait quand même longtemps. Puis c'est un peu avant qu'on commence à parler beaucoup de violence sexuelle. En 2007, j'ai l'impression que c'était comme encore 2 fois plus tabou que ce que ça l'est aujourd'hui. Fait que ça va être intéressant justement d'explorer un peu ça. Est-ce que, depuis 2007 versus aujourd'hui, est-ce que toi, en tant que survivant, puis Lynn, en tant qu'intervenante, est-ce que vous voyez une différence? Est-ce que ça évolue un peu la façon dont on perçoit la violence sexuelle chez les hommes? Vas-y, Michael. Ben, en fait, moi, j'allais dire que effectivement, tu pourrais y aller après Lynn, mais moi, en 2007, en fait, mon cheminement était déjà entamé depuis 2 ans, je dirais. Le déclic a commencé à se faire dans ma tête pendant l'affaire Guy Cloutier, qui a été très médiatisée. Bon, on dit l'affaire Guy Cloutier, mais bon, la vedette de tout ça, c'était Nathalie Simard.
le point central du scandale, ce qui lui avait été fait à l'époque. Puis, les Québécois ont été très, très ouverts, très, très sympathiques, empathiques à son égard parce que ça n'avait pas d'allure. Puis, tu sais, c'était comme j'ai l'impression, le gros moment où au Québec, il y a eu un point, ça a été un gros point tournant, en tout cas, ça, c'est sûr. Puis, tu sais, bien avant moi aussi, là, c'est 10 ans, 12 ans avant moi aussi, qui a été un mouvement plus international pour les femmes, mais les hommes aussi par ricochet. Mais sérieusement, on n'en était pas du tout là où on en est aujourd'hui. Puis, je vois que Lynn a un sourire en coin, puis qu'elle est contente de ça parce que elle, comme intervenante, elle a dû travailler fort pour briser des barrières, puis faire reconnaître les besoins des personnes comme moi, là, si tu veux continuer. Bien, tu sais, déjà, tu as parlé de deux moments très importants. Le procès avec Nathalie Simard, qui est vraiment a mis la problématique un petit peu plus sous le select, quand elle était faire connaître à travers à la société plus cette problématique-là. C'est sûr que c'était plus tourné envers les femmes. Moi, à ce moment-là, je travaillais auprès des victimes femmes, des victimes d'abus sexuels femmes. Puis on a vraiment vu une grosse augmentation des appels. Par contre, il y a eu plein d'impacts positifs, l'impact négatif un petit peu, puis je pense que c'est important de le dire, c'est que ça l'emmenait beaucoup les gens avec la pression de porter plainte. Fait que le message beaucoup, puis Nathalie Simard est très consciente de ça, elle le dit aujourd'hui. Moi, les femmes qui arrivaient dans mon bureau arrivaient avec la pression de porter plainte, tandis que c'était plus difficile de prendre l'espace, de prendre soin de soi. Là, c'est quelque chose qu'on essaie, autant pour les hommes que pour les femmes, de changer. Puis à chaque fois qu'on parle aux médias, on parle beaucoup de l'importance de prendre soin de soi avant de faire ou ne pas faire la deuxième étape de porter plainte. Ça reste toujours quelque chose de très, très personnel parce que c'est pas une étape facile. Mais en même temps, moi, je faisais du groupe au CRIFAS, là, fait que donc on a vu quand même dans cette période-là une augmentation des demandes. Donc, on voit toujours une augmentation des demandes quand c'est médiatisé, quand la problématique est médiatisée. Et comme Michael disait, #MeToo, et ce que nous, on observe comme différence depuis #MeToo, c'est qu'il y a des hommes plus jeunes qui vont venir consulter. Ça, on est super contents. Parce qu'avant, on avait comme une moyenne d'âge, là, entre l'abus et aller chercher de l'aide, environ 40 ans. Là, je pense que au fil des ans, cette moyenne-là va diminuer, du moins, je l'espère. Nous, on voit plus de jeunes hommes qui viennent ici et aussi de différentes cultures. Ça, c'est vraiment un phénomène. C'est intéressant. Vraiment. C'est les deux plus gros phénomènes qu'on peut observer. Moi, je trouve que c'est la statistique la plus brutale, là, ce 40 ans-là. De silence entre les abus puis le moment où tu commences théoriquement à en parler, là, je pense que c'est ça, que tu vas chercher de l'aide. Tu sais, moi, ça a été 2007, puis si on remonte à quand j'avais, mettons, moi, je localise pas mal à partir de l'âge de 4 ans, même s'il y a eu des choses à l'adolescence aussi. Donc, tu sais, c'est entre 45 ans et 55 ans que normalement, si j'étais dans les statistiques, j'aurais commencé ça. Je veux dire, je serais mort, sérieusement. J'ai été chanceux et privilégié d'avoir, on en parlera, mais tout ce qui m'a permis de survivre, justement. Mais par rapport au développement des conséquences, plus qu'on va chercher de l'aide tôt, moins les conséquences ont de chances de se cristalliser. Donc, c'est vraiment... c'est important d'intervenir le plus vite possible, mais la demande d'aide chez les hommes, des fois, il y a plusieurs facteurs qui peuvent faire que
ça peut être plus long, hein, plus difficile pour un homme d'aller chercher de l'aide. Hein. Ah C'est oui, quoi bon, ces ça, facteurs-là, justement? Ça, c'est quoi ces facteurs-là, là? Moi aussi, le 40 ans, mon Dieu, tu sais, c'est long. Je me dis, vivre, tu sais, avec ça, avec ce poids-là aussi, tu sais, d'avoir, puis de pas avoir de l'aide, là, dans le sens où pendant 40 ans, si on n'en parle pas, du coup, on va pas chercher de l'aide nécessaire pour nous aider. Qu'est-ce qui explique ça, justement, que c'est peut-être plus difficile pour un homme d'aller chercher de l'aide? Parce qu'on remarque quand même encore, je pense que même si les choses avancent, ça avance à petits pas, ça avance quand même, mais il y a quand même, je crois, un certain tabou qui persiste chez les hommes à aller chercher de l'aide pour toutes les problématiques en général, tout ce qui concerne la santé mentale, mais plus particulièrement en violence sexuelle. C'est quoi ces obstacles-là que toi, tu peux avoir observé, Lynn, en tant qu'intervenante? Bien, il y en a beaucoup, mais on pourrait passer une heure juste à parler de ça. On ira pas là. Mais il y a une étude très intéressante qui a été faite. Là, je l'ai en 2013 par Colin Vézina. Puis elle a ressorti comme 3 niveaux de barrières. Elle parle le premier niveau, les barrières personnelles. Fait que donc, si on va par rapport aux... elle, c'était une étude autant envers les hommes que les femmes. Elle a interviewé des hommes du CRIFAS. Fait que, donc, la barrière personnelle, elle parle beaucoup de la honte. Puis, chez l'homme, on parle de la honte d'avoir honte. Parce qu'un homme ne devrait pas avoir honte. Un homme devrait être assez fort puis qu'il ne devrait pas sentir ça. Fait que souvent, en intervention, des fois, on peut prendre un certain temps même à amener le mot honte parce qu'on peut avoir des réactions. Ben moi, fait que c'est comme un homme doit être fort hein, dans les stéréotypes encore masculins puis qu'on ne veuille pas, même si on essaie de diminuer les influences de ces stéréotypes-là, ils sont encore là. Fait qu'on parle de la honte, on parle de certains mécanismes de protection. Sur toute ta vie, ben t'as joué l'homme fort, t'as joué l'homme, qui est fort ou que tu peux même être dans le déni aussi. Fait que donc, les différents mécanismes de protection peuvent venir jouer à l'encontre de ça. Puis, bon, dépendamment, on parle aussi de l'immaturité du développement, donc dépendamment de l'âge. Là. Puis ça, c'est la première barrière. La deuxième barrière, on parle plus de la barrière interpersonnelle. Fait que donc, on parle si les personnes viennent d'une famille dysfonctionnelle, et c'est souvent le cas, mais ça va être très, très difficile de parler. Ils ont peut-être même fait des essais puis qui n'ont pas été entendus écouter. Des fois, ils peuvent avoir des enjeux. Il y en a qui disent, bon, moi, je parlerai pas avant que maman soit décédée ou des choses. Ils peuvent avoir plein d'enjeux comme ça. Bon, la personne peut être encore dans une dynamique de pouvoir là, inégale. Puis, peut avoir peur aussi, bon, comme je disais tantôt, peur des répercussions. Hein, si je parle, qu'est-ce qui va arriver? Donc là, on est dans le deuxième niveau. Puis le troisième niveau, là, on est beaucoup plus dans les barrières sociales. Donc, pour les hommes, on parle du stigma social. Pour les hommes, c'est encore très tabou d'avoir été une victime d'abus sexuels. Hein? Souvent, en tout cas, moi, quand je dis aux gens, je travaille auprès des hommes victimes d'abus sexuels, ben souvent, les premières réactions que j'ai, ben voyons, ça n'existe pas, ça. Ouais. Les gens oublient souvent qu'un homme a déjà été un enfant, puis même un homme, même à l'âge adulte, peut aussi être victimisé. Après ça peut être simplement un manque d'informations sur la sexualité. Moi, souvent, les hommes disent, je savais même pas, tu sais, que j'avais été abusée sexuellement. Je savais même pas que c'était ça que j'avais vécu. Je savais que j'avais vécu quelque chose de pas le fun, mais de nommer ça peut être des fois très, très long, et d'autant plus quand l'abus vient d'une femme, puis quand l'abus vient de la mère. Ouais, fait que ça, puis ça, on parle l'abus, d'une femme envers un homme. Il y a une étude américaine qui parle culture of denial, culture de déni. Hein? C'est quelque chose qu'on accepte encore, puis même au niveau même de plusieurs professionnels encore, ils entendent ça, puis c'est comme ça se peut pas. Fait qu'on a beaucoup, beaucoup de travail à faire par rapport à ça, parce que nous, dans nos statistiques maintenant,
on peut nommer entre 10 et 14% de nos participants qui ont été abusés par des femmes. Mais ça vient rarement en premier lieu. Souvent, les hommes vont raconter une histoire d'abus sexuels qu'ils ont vécu par un homme, mais un coup qu'ils connaissent un petit peu mieux la définition, ben souvent ils vont dire ce que j'ai vécu envers par cette femme-là, ben ça pourrait être un abus, hein. Fait que c'est souvent en second lieu. J'imagine que ça va changer avec le temps, mais je pense qu'on a beaucoup de travail auprès de la société. Puis, il y a aussi un autre tabou qui est très persistant, c'est que si un homme a été abusé sexuellement dans l'enfance, ben il va devenir un agresseur à son tour. Fait que toutes ces peurs-là, ces croyances-là, puis là, les hommes le portent beaucoup, ça. Fait que donc, c'est sûr que ça ne tente pas d'aller chercher de l'aide là, avec tout ça. Puis, c'est vraiment intéressant. Le dernier point qui est très important, c'est souvent le manque de services. Nous, on est un organisme qui dessert toute Montréal et le Grand Montréal. Ouais. Au Québec, il y a 3 organismes qui travaillent spécialisés en abus sexuels, ce qui n'est pas beaucoup. Effectivement. Puis, pour refaire un peu un lien avec la façon aussi dont les violences sexuelles sont perçues chez les hommes, souvent, tu sais, pour donner un exemple, ce qu'on remarque, c'est un article de journaux qui va parler d'une enseignante qui a abusé sexuellement de ses élèves garçons. Ben là, on va voir dans les commentaires, ben là, voyons, sont chanceux, moi, ça a arrêté mon rêve, tu sais, de vivre ça. Puis, alors que si c'est l'inverse, que l'enseignant est un homme, c'est beaucoup plus facile de dire, ben voyons, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Fait que des fois, on voit des commentaires comme ça, puis on est comme, mon Dieu, tu sais, socialement, il y a vraiment encore des préjugés, tu sais, qui persistent. Puis je me dis, moi, en tant que victime, homme, je vois ces commentaires-là, je me sens tellement pas validée, tu sais, dans mon expérience puis dans mon vécu. Ça doit vraiment empêcher justement les gens d'aller chercher de l'aide, de voir, tu sais, comment les gens peuvent percevoir ça, en fait, là. Mais c'est intéressant, justement, de voir les différents obstacles. Toi, Michaël, est-ce que dans ce que Lynn vient de nommer, il y a des choses que tu as vécues ou il y a des choses qu'elle a pas nommées que, tu sais, que ça t'est arrivé, qui ont mis, justement, peut-être des freins à ta démarche d'aide? Tu sais, comment ça s'est passé de ton côté? Ben, en fait, là, on est surtout dans qu'est-ce qui fait que, dans la question selon laquelle les hommes parlent moins vite en général et moins tout court. Pourquoi? On se le demande. Parce que dans le fond, c'est ce qui est souhaitable, c'est d'aller chercher de l'aide le plus vite possible pour, moi je dis pour distribuer le fardeau. Tu sais, plus on en parle, plus on est de personnes à porter au moins une petite pierre pour l'autre ici et là, puis ça fait que c'est moins lourd overall. Tu sais, je pense que plus on est fort, plus on est de gens solidaires, plus on peut être fort. Tu sais, je pense que c'est une métaphore de construire, faire une grande construction à plusieurs. Je pense que c'est quand même une bonne métaphore parce que on peut soulever des choses qu'on n'est pas capable tout seul à plusieurs. Puis c'est la même chose pour ce genre d'affaires-là parce que ça devient ultra écrasant à un moment donné, parce que surtout quand on est aveugle à toutes les conséquences que ça a causé dans notre vie. Par rapport à ce que Lynn disait, la première étape là pour moi, ça a été de rétablir les faits. Quand elle parlait que les gars se disaient, ah mon Dieu, ça se peut que j'aie peut-être vécu ça, tu sais. Ça se peut que j'aie peut-être vécu une agression sexuelle. Je ne savais pas que ça existait ou que les gars, ça se pouvait. Puis oui, non, ça existe. Puis moi, j'avais à peu près cette réflexion-là autour de 21, 22 ans. Parce que j'étais déjà quand même assez ouvert sur ma sexualité. Je m'étais déjà posé beaucoup de questions parce que je vous cacherai pas, mon orientation est homosexuelle. Donc, à l'époque, j'avais déjà quand même cette ouverture-là par rapport à ça. Ça a probablement été un facteur positif dans le fait de remettre en question mes expériences sexuelles passées avec des gens qui ont profité de moi à certaines occasions. Puis
c'est à ce moment-là que je me suis mis autour de 2005 dans la foulée de l'affaire Nathalie Simard à rétablir les faits, à aller au-delà des distorsions cognitives qui m'avaient été inculquées sans que je me rende compte, les mensonges ou les demi-vérités que je m'étais raconté à propos de moi-même puis de mon parcours. Par exemple, comme quoi j'ai aimé ça, donc c'était correct, ça m'a pas fait de mal parce que j'ai aimé ça, mais on sait tous, que les plaisirs, ça fait pas toujours du bien, même s'il y a une part de plaisir. Il y a un lot qui peut revenir, il y a un retour de balancier possible pour beaucoup de choses. Fait que, bref, rétablir les faits, ça a été une très grande étape, je pense, puis je pense que c'est celle qu'il faut inciter, mais c'est dur d'aller dans la caverne chercher quelqu'un qui voit juste les ombres, qui a jamais vu la lumière, puis qui il voit tout de sa perspective de victime. Et chacun, je pense, est prêt à ouvrir les œillères au moment où ce qui est prêt à avoir des nouvelles informations, quand tu te rends compte que, écoute, cette manière de penser là, cette manière d'envisager la vie là, mais pas utile, que ce soit après un échec relationnel, des échecs financiers, au travail, de la violence, des difficultés variées qui peuvent être des conséquences pas directes, mais par proxy des agressions sexuelles, parce qu'on sait comment est-ce que ça l'affecte le développement émotionnel, psychologique, global de l'individu, puis met des barrières dans l'établissement des relations saines, puis un rapport au monde sain, à l'autorité, à n'importe quoi. Puis, qu'est-ce qu'il y a, c'est quand tu as eu le déclic de dire, OK, je vais chercher de l'aide, parce que j'imagine que justement, là, il y a eu tout un processus, comme tu dis, de rétablir les faits, d'aller chercher de l'aide en soi, ça peut être intimidant. Tu sais, Lynn, tu pourras nous parler de manière plus générale de toi, comment comment le chemin d'aller chercher de l'aide est perçu chez les hommes. Mais toi, Michael, ça a été quoi ton déclic de dire, OK, là, aujourd'hui, je fais cette démarche-là, mettons? Écoute, moi, ayant eu des difficultés matérielles dès le début parce que dans ma vingtaine, parce que ma condition psychologique était quand même assez, je dirais pas sévère, mais j'avais vraiment des patterns où j'avais de la difficulté à garder des emplois longtemps. J'avais de la difficulté à me garder à flot dans mes finances. J'avais de la difficulté à prendre mes responsabilités, à comprendre mes impulsions. J'avais beaucoup d'impulsivité, de la colère ou de la fuite émotionnelle. Je fuyais qui j'étais. Puis aller chercher de l'aide, à un moment donné, ça s'est imposé quand peu à peu, je me suis rendu compte qu'autour de moi, il n'y avait pas rien pour m'aider à me relever. Puis que j'ai commencé à toucher un premier fond du baril, disons peut-être plus autour de 2006, 2007. Mais est-ce que c'est facile d'aller chercher de l'aide? À partir du moment où je me suis dit, écoute, j'ai rien à perdre, je vais y aller. Une des barrières pour moi, c'était l'argent. J'ai décidé de me le payer moi-même pour pas avoir à demander de l'argent à mes parents pour pas qu'ils sachent pourquoi je consultais. Je savais même pas à l'époque encore que que j'étais pour nommer les agressions sexuelles encore, mais de fil en aiguille, c'est venu. Puis, écoute, j'ai été confirmé ces soupçons-là. J'ai cherché une psychologue. J'avais besoin de rencontrer une femme, une psychologue et une sexologue. Parce que je me disais, si un sexologue, elle va pouvoir entendre tout ce que j'ai à dire sur la sexualité, dont mon orientation, ce qui me perturbe, parler de certaines idées obsédantes par rapport à la sexualité ou des choses taboues puis que tu parles pas à ta mère, à ton père, et puis même à tes amis très proches parce que
t'es même pas sûr si toi-même, tu trouves pas ça weird, puis bref. Je me suis dit, je vais aller chercher quelqu'un là, qui est capable de tout entendre, puis je vais garocher ça. Puis elle va me dire si j'ai raison, puis on va voir si j'ai raison de penser que j'ai décidé de mettre ça dans les mains de la science un peu plus là, que de mon esprit, parce que tout me disait que j'avais pas été agressé sexuellement, que c'était pas ça, alors que c'était totalement ça. Ça prend pas l'agression du millénaire du siècle là, pour que ça se qualifie. Là. Tu sais, moi, j'étais comme, est-ce que ça se qualifie? C'est tellement comme compliqué de penser comme ça limite la capacité à aller chercher de l'aide. Est-ce que c'est assez gros? Est-ce que c'est assez important? Est-ce que je suis assez, tu sais, dans le fond, c'est ça. Ça montrait mon estime de moi puis l'importance que j'avais pour moi-même à l'époque, qui était nullissime, parce que j'avais pas j'avais un début de respect de moi-même puis d'envie de prendre soin de moi, mais il a fallu que j'aille le chercher loin puis que je me donne le bénéfice du doute et que je surmonte des barrières financières puis malgré tout le chaos qu'il y avait déjà un peu autour de moi dans ma vie au début de la vingtaine. On sait, c'est un âge qu'on a beaucoup d'énergie, on fait beaucoup d'essais d'erreurs. Puis là, c'était ça. C'était à peu près ça le moment où je suis arrivé pour demander de l'aide. Puis je trouve ça intéressant justement, de parler du fait que on a tendance à banaliser certains comportements, de se dire ben là, je me sentais pas bien, mais c'est pas si grave que ça, je me suis pas fait violer. Mettons, souvent c'est ça que je vais entendre encore aujourd'hui, de dire est-ce que c'est vraiment une agression sexuelle? Fait que je pense que toute l'éducation en lien avec le consentement peut permettre aujourd'hui justement d'élargir un peu. Puis il y a tellement plein de formes d'agression à caractère sexuel. À ce temps, justement, avec les réseaux sociaux, avec Internet, c'est pas nécessaire qu'il y ait un contact physique, mais je comprends qu'il peut avoir... souvent, on essaie de se convaincre que c'est pas ça qu'on a vécu, fait qu'on va nous-mêmes, des fois, banaliser ça, parce que je crois que ça peut être dur de se dire je suis une victime d'agression sexuelle, surtout avec le tabou encore qui persiste chez les hommes, puis je pense certains préjugés que ça existe pas. J'entends aussi que tu as nommé des conséquences quand même que tu avais vécues. Lynn, toi, dans ta pratique, dans ton background d'intervenante auprès de ces gens-là, quelle forme de violence tu remarques qui revient le plus souvent, ou quelles conséquences qui vont davantage être associées aux hommes? Eh bien, il y en a beaucoup de conséquences, hein, fait que je ne vais pas toutes les nommer, mais ce qui ressort vraiment plus spécifique à l'homme, c'est beaucoup les questionnements par rapport à l'orientation sexuelle. Okay? Fait que beaucoup d'hommes vont se demander, bien, vont se dire, je suis homosexuel aujourd'hui. Est-ce que j'aurais été homosexuel si j'avais pas vécu l'abus sexuel? Puis ça, on n'a pas de réponse à ça. Hein? Mais c'est un gros questionnement. Les recherches ne peuvent pas répondre à ça. On ne sait pas. Donc ça reste tout le temps. Puis ce qu'on voit, c'est que des hommes, des fois, ils peuvent avoir décidé de vivre une vie dans l'hétérosexualité, mais rester avec des fantasmes d'homosexualité. Puis ça, c'est vrai, ça peut être très lourd de culpabilité, parce que souvent ils sont en couple, mais qui restent avec ça. On a beaucoup de travail pour normaliser ces fantasmes-là, tout ça. Fait que ça, c'est un gros morceau. Aussi, c'est tout le rapport aussi à la masculinité, parce que vraiment, l'abus sexuel vient vraiment comme toucher au code de la masculinité, que je suis pas un enfant, je suis pas une femme, puis je devrais être capable de me protéger, je suis pas une homosexuelle. Le code de la masculinité, c'est ça. Fait que l'abus sexuel vient tout vraiment
toucher au cas de la masculinité. Fait que donc, c'est beaucoup le questionnement, ben, je suis vraiment un homme? J'ai pas réussi à me défendre. Souvent, les hommes oublient qu'ils étaient des enfants puis qu'ils étaient sans défense, hein. Mais, fait que pourquoi j'ai continué? Pourquoi j'ai pas dit non? T'sais. Puis tout l'aspect du plaisir que Michael parlait, hein, ça amène beaucoup d'ambivalence, hein, puis beaucoup de culpabilité, tu sais, ben, j'ai aimé ça. Ouais, fait que donc j'ai consenti à l'abus sexuel. Hein? Fait que, il y a tout ça. Mais mais aussi tout le reste des conséquences que souvent les femmes vivent, l'hypervigilance, les problèmes de sommeil, des cauchemars, problèmes avec l'estime de soi, l'anxiété, tu sais, toute la panoplie de conséquences, là. C'est certain que puis souvent, ça, c'est très, très... quand les hommes arrivent dans nos bureaux, ils savent qu'ils vont pas bien, hein, mais ils peuvent pas voir l'ampleur des conséquences. Puis c'est peut-être pas mauvais en soi, parce que moi qui travaille auprès d'une clientèle IVAC dans mon bureau, dans ma pratique autonome, je suis obligée de faire des rapports, hein, au début, vraiment un rapport pour voir, tu sais, vraiment l'ensemble des conséquences. Puis quand les gens voient ça, tu sais, les rencontres, c'est 2-3 rencontres pour faire un rapport. Des fois, ça peut être hyper déstabilisant de voir, tu sais, l'ensemble des conséquences tout d'un coup comme ça, parce qu'à quelque part, les gens, ils savent qu'ils sont pas bien, mais ils sont habitués. Malheureusement, ils sont habitués à vivre comme ça. Ça fait des années qu'ils vivent ça, fait que il va pas l'ampleur des dégâts, tu sais, on pourrait dire. Ça me fait réagir, excusez, parce que je me rappelle avoir fait un peu une liste d'épicerie de toutes ces affaires-là. Moi, je suis du genre assez verbal, puis j'ai beaucoup écrit dans mon processus de guérison, puis je suis sûr que j'ai déjà amené une liste de même au CRIFAS ou pour parler avec un intervenant, parce que puis avec mes psys que j'ai eu à travers les âges, j'allais dire, parce que bon, je suis pas si vieux que ça, mais bon, c'est comme il y a tellement d'affaires que, mais bon, moi ça me sécurise, ça me fait du bien de le sortir puis de le voir puis de dire ok, c'est peut-être pas si gros que ça. Pour moi, ça a une forme là, tu sais, c'est circonscrit sur cette feuille de papier là, tu sais. Fait que c'est moins un monstre qui peut m'avaler. Tu sais, pour moi, je le vois de même. Les mots, ça fait pas peur là, c'est juste comme c'est qu'il y a un aspect manifestateur dans on manifeste l'existence de ça en l'écrivant, tu sais. Puis là, c'est comme on est obligé de dealer avec. Mais tant mieux là, parce que mais c'est ça, c'est là que le travail commence, hein. Moi, je dis toujours que c'est quand on commence à parler et à l'exprimer qu'on arrête d'être victime puis qu'on rentre dans le mode survivant. Donc, tu sais, c'est ceux qui aiment pas s'identifier au rôle de victime, ben parlez, comme ça, vous serez pas des victimes. Puis, tu sais, le processus que tantôt Michael expliquait un petit peu, là, de prise de demande, la recherche vers la demande d'aide, là, tu sais. Michael l'a expliqué, là, de son expérience personnelle, mais ce qu'on sait beaucoup par rapport aux hommes, c'est souvent les hommes vont attendre d'être très, très, très souffrants avant d'aller chercher de l'aide, hein. Puis c'est ce que Michael disait. Puis des fois, ils vont comme travailler sur les conséquences, c'est comme la dépendance, des choses comme ça, avant des fois d'aller accepter d'aller travailler le cœur du problème. Sur les symptômes de ça, tu sais, c'est un problème complexe qui est racine, là, je pense, les agressions sexuelles vécues dans l'enfance, puis c'est pas la première chose nécessairement qu'on identifie. Moi, aimant faire des recherches, j'ai fini par relier le point A au point B, mais c'est pas tout le monde qui le fait, mais dès qu'on peut le nommer, on peut le chercher, puis on peut le trouver. C'est comme ça, moi, j'ai trouvé le CRIFAS, c'est en identifiant mon problème, puis en googlant
hommes, agression sexuelle, organisme, aide, parce que je suis du genre à chercher des ressources, tu sais. Ouais. Puis ayant pas d'argent, j'aime beaucoup les ressources gratuites. J'aimais beaucoup les ressources gratuites à l'époque parce que j'avais encore moins d'argent, moins de possibilités. Puis moi, d'avoir découvert que l'IVAC existait, que le CAVAC pouvait m'aider à faire une demande à l'IVAC. Ça l'a pris quelques heures. Puis j'ai fait une première demande. J'en ai fait 3 en tout dans ma vie. Puis honnêtement, sans ce support-là, écoute, pour moi, c'est de l'argent à laquel j'avais droit. Il n'y avait pas de honte à aller chercher ça. C'est pour aider les victimes d'actes criminels, des victimes d'événements du destin qui n'ont pas été choisis, puis de s'en enquérir, de se l'approprier pour guérir à sa façon, sans forcément porter plainte, parce que c'est pas obligatoire, comme on disait plus tôt. Ben, c'est ça. Honnêtement, c'est tout ce que je souhaite pour tous les hommes, toutes les femmes victimes d'agression sexuelle, parce que c'est là, prenez-le, maudit. Effectivement, nous, on essaie souvent d'encourager les victimes à faire des demandes IVAC parce que, comme tu as dit, c'est de l'argent auquel vous avez droit. Tu sais, c'est pas profiter du système. Je veux dire, c'est là pour ça. Ouais. Puis, il y en a beaucoup, des fois, qui ont besoin. Tu sais, je veux dire, nous, oui, on offre un service. Depuis novembre, on a un projet pilote qui offre aussi des services aux hommes. Mais des fois, ces gens-là ont besoin d'un suivi plus spécifique en sexologie, en psychologie, tu sais, en pratique privée, parce qu'on le sait, au niveau du public, souvent, il y a des longues listes d'attente. Fait que, tu sais, c'est vraiment, justement, de les utiliser, ces ressources-là, parce que c'est là pour ça, puis on n'a pas à se sentir mal de tout ça. Puis je trouve ça le fun aussi que tu as souligné que on n'est pas obligé de porter plainte pour faire une demande IVAC, parce que des fois, il y en a aussi qui ont cette pression-là, mais c'est vraiment pas obligatoire. Fait que, tu sais, je trouve ça intéressant de voir que toi, tu as fait aussi, là, ces démarches-là, puis que, tu sais, ça t'a aidé, puis ça t'a bénéficié justement là, de passer par-dessus des fois la peur du jugement, mais de dire crime au bout du compte, ça a probablement été bénéfique parce que tu as pu aller chercher des ressources plus vite à ce moment-là, tu sais, si on n'avait pas les moyens financiers ou peu importe. Là. Et c'est une des raisons pourquoi j'ai demandé à Michael de venir aujourd'hui, parce que son parcours est un peu atypique, dans le sens que il a commencé jeune à faire des demandes, il a fait des recherches, il avait une bonne capacité d'introspection, fait que je trouve que c'est comme un beau modèle pour la plupart des hommes, encourager les gens à aller chercher de l'aide le plus tôt possible. Effectivement, puis tu sais, c'est sûr que comme je disais dans l'introduction, l'épisode d'aujourd'hui a pas comme objectif de faire sentir un homme coupable de pas avoir le même parcours que Michael, tu sais, au contraire. Je pense que c'est difficile de représenter 100% des parcours, des cheminements, mais c'est de mettre en lumière justement que c'est possible de s'en sortir, qu'il y a des ressources qui existent. Puis peu importe si les gens écoutent cet épisode-là, ils se sentent concernés ou ça les rejoint moins parce que eux c'est pas ça qu'ils vivent, mais ils ont le droit d'aller chercher de l'aide, puis ils ont le droit de nous écrire puis de nous poser des questions quand même. Mais tu sais, je trouve ça intéressant justement de voir que c'est vrai que tu t'es mobilisé tôt, puis le délai de 40 ans, toi, tu rentres pas dans cette statistique-là, mais en même temps, je crois que tout ce qui est au niveau de la pression, du tabou, des conséquences, ça peut quand même revenir là d'un homme à l'autre. Là. C'est certain que j'ai pas le parcours typique comme dit Lynn, pour bien des raisons. Je suis content, mais en même temps, il a fallu que je passe par-dessus plus ou moins 15-20 ans de ma vie à avoir l'impression de pas avoir ma place dans ce monde-là, de vivre une vie qui faisait plus ou moins de sens, à aller partout, à commencer des choses, à pas les finir, à aller partout, à explorer, je vivais ma vie, je vivais des expériences, j'apprenais. Je me donnais pas assez de crédit pour tout ce que j'apprenais puis que je vivais, puis surtout je vivais pas beaucoup de plaisir à faire tout ce que je faisais, mais j'avais une impulsion de le faire, puis je la suivais jusqu'à ce que cette impulsion-là, à un moment donné, m'épuise puis me mette à terre complètement. Puis continue d'être là même à terre, puis je comprenais pas, mais j'ai compris plus tard c'était quoi cette impulsion-là, c'était l'impulsion
construire ma personnalité, mon individualité, puis de l'actualiser. Ça a toujours été là. Ça a été toujours la force qui m'a poussé vers l'avant. C'est cette espèce de sentiment d'urgence là, comme quoi qu'il fallait que je me construise puis que je devienne qui j'étais avant de pouvoir vraiment pleinement profiter de la vie. Donc, je me disais, bon, ça sert à rien de cotiser un fonds de retraite, ça sert à rien de faire ci, puis de faire ça si je suis pour vivre de même. Je vais m'occuper de moi, puis après ça, ben, je ramasserai le chaos autour de moi à pelleter s'il faut, mais c'est ce que je suis en train de faire. Là. Je fais un énorme ménage dans ma vie depuis quelques années. Ça va très bien. Beaucoup mieux que jamais. Puis on en vient à bout, tu sais, mais c'est un parcours de guerrier. Puis c'est ça, être survivant ou survivante. C'est vraiment un parcours de guerrier. Mais il faut apprendre à devenir un bon guerrier, pas un guerrier qui se fait du mal à lui-même, qui utilise la force sans raison, ou qui laisse l'autre nous attaquer sans stratégie de riposte. Ou tu sais, il faut comprendre comment on mène notre guerre, puis quelle bataille on veut mener, puis lesquelles on a perdu. Quelle guerre on essaie de gagner au bout du compte, tu sais. Puis c'est pas contre soi-même. C'est pas contre le moi blessé qu'on a été. Il faut apprendre à accepter aussi les défaites puis toutes les souffrances qu'il y a dans ce parcours-là. Parce que c'est comme ça qu'on devient, en tout cas dans mon cas, un homme plus complet, plus mature. Puis j'aimerais revenir sur le point que tu disais, tu sais, on veut pas culpabiliser les hommes qui n'ont pas fait la démarche à Michael, puis ça, puis c'est loin de là. On sait qu'en abus sexuel, chaque démarche est personnelle, puis c'est important. On peut pas pousser personne à faire cette démarche-là non plus. Il faut que la personne se sente prête à faire cette démarche-là. Par contre, on peut comme aider à diminuer les obstacles qui peuvent empêcher d'aller chercher la demande d'aide. Je pense que c'est aussi ça la raison du podcast aujourd'hui. On veut essayer que les gens, encourager les gens, tout en s'écoutant, en respectant leur démarche, d'aller voir pour voir s'ils pourraient pas aller chercher l'aide le plus tôt possible, parce que l'aide est là maintenant. C'est pour la majorité des gens. Puis l'expertise est là aussi. Parce qu'on devient on comprend de mieux en mieux la problématique, puis on peut intervenir de mieux en mieux. Puis notre but, dans les centres d'aide, c'est vraiment d'essayer de diminuer la souffrance le plus vite possible par différents outils, par différentes informations, puis tout ça. Fait que ça, je voulais préciser parce que je trouvais ça important ce que tu avais nommé, genre. Pour compléter ce que tu dis, moi je trouve que c'est vraiment important que justement en fait, j'ai un peu perdu mon idée. Ça arrive. Mais il y avait quelque chose par rapport au parcours des hommes. Puis en fait, oui, je souhaite pas à personne d'avoir mon cheminement. Tu disais que j'ai un cheminement modèle, mais qui est un peu atypique. Mais atypique, ouais, c'est ça. C'est atypique, mais bon, tu sais, je pense que n'importe qui réussit à entamer un cheminement est un modèle en soi, quel qu'il soit, parce que aucun parcours peut être similaire. On vient tous d'univers parallèles complètement différents, mais qui se ressemblent dans leurs points centraux. C'est ça qui est important, je pense, c'est s'approprier les étapes du parcours de survivant. Tu sais. Je pense qu'il y en a plusieurs comme rétablir les faits. La justice peut en être une, mais aller chercher de l'aide, c'est avant, parce qu'on en a besoin pour aller là si on veut y aller, puis etc. Donc, je pense que l'important, c'est de s'approprier ça, puis de voir qu'est-ce qu'on peut en faire, qui nous ressemble. Puis c'est pas pour faire plaisir aux autres, c'est pour s'aider soi-même.
puis avoir une meilleure vie, puis se transformer. C'est pas pour abandonner qui on était puis changer complètement, non. C'est pour devenir encore plus ce qu'on est déjà, parce qu'on l'est déjà. Puis ce qu'on a été avant ou après les agressions sexuelles, c'est pas important. Moi, je me suis rendu compte que c'est une belle idée imaginaire, là, le moi qui aurait supposément été complètement comme un trafiqué, puis transformé, puis changé à jamais, puis qui va toujours porter une blessure, puis c'est tellement dommageable d'être dans ce minding-là. Moi, je l'ai été, puis je m'identifie plus à cette image-là de la personne qui porte un lourd fardeau pour le reste de ses jours. Là. C'est vraiment pas... C'est ça, tu sais, il y a comme il y a comme deux langages. Le langage des statistiques. Les statistiques disent ça. Oui, c'est ça. C'est un peu ça. Puis on est quand même habitué de travailler avec des statistiques dans notre tête, mais quand on travaille avec la personne, on n'est plus dans le chaque personne, tu sais, est pas une statistique, puis chaque personne a son parcours à elle, personnel, puis c'est important en intervention de rester à l'écoute de la démarche de l'autre. Parce que chaque parcours est unique en soi, là, comme le parcours à Michael. Chaque parcours est unique en soi. Tu le sais mieux que personne. Je pense que l'être humain est pas divisible dans dans des petites cases, hein. Non. Pour remplir les papiers administratifs au CRIFAS. Des fois, il y a des choses qui sont un peu théoriques sur papier, mais dans la réalité, on est une conscience humaine, c'est pas fractionnable pour travailler juste sur une affaire parce que tout est dans tout. Mais c'est ça le travail auprès d'une personne qui a vécu l'abus sexuel. C'est aller à la rencontre de l'autre, voir qu'est-ce qui est là, c'est comme au-delà des stats, et voir vraiment qu'est-ce qui est là, comment la personne, elle, comprend ce qui est là. Comment elle, c'est quoi sa perception de ce qui est là, puis après ça, de l'aider à se connecter de plus en plus à qui elle est dans le fond d'elle-même. Parce qu'on sait que l'abus sexuel peut créer des mécanismes de défense, des structures de personnalité qui pour s'ajuster à une réalité super difficile. Mais le gros travail, comme Michael l'a dit, c'est vraiment être capable de tranquillement se reconnecter à soi et faire des choix pour soi. Effectivement, je peux pas être plus d'accord que c'est avec vous dans le sens où moi c'est sûr que j'ai plus d'expérience auprès des femmes. Moi je suis au niveau en plus de la jeunesse. Fait que je vous dirais que depuis qu'on a ouvert nos services aux hommes, on n'a pas de demande d'adolescents encore. Fait que j'ai pas eu à intervenir auprès de garçons, mais même avec les femmes, c'est ça, c'est que chaque personne a son propre vécu, a son propre parcours, puis en tant qu'intervenant, c'est vraiment d'être à l'écoute du besoin que la personne a devant nous, peu importe les statistiques, ça peut nous aider à comprendre la problématique, mais je pense qu'il faut quand même prendre le temps de connecter avec la personne qu'on a en avant de nous puis de voir c'est quoi ses réels besoins. Fait que je trouve ça intéressant justement d'aborder ça, que chaque parcours est unique. On a beaucoup parlé, justement, de dénonciation, de dévoilement, un peu ce processus-là, puis la pression, de la façon qu'on peut voir les hommes dans notre société. Moi, j'aimerais ça aussi savoir au niveau du processus de plainte. Est-ce que il y a beaucoup d'hommes qui portent plainte à la police en lien avec ça parce que on sait que là, mettons, pas pour ramener des statistiques, mais si on se fie aux statistiques, chez les victimes d'agressions sexuelles en général, il y a environ seulement 5 à 10% des victimes d'agressions sexuelles en général qui vont porter plainte à la police, donc c'est très peu. Chez les hommes, est-ce que toi, Lynn, dans ton expérience, est-ce que c'est une majorité ou? Moi, je te dirais non. Les hommes,
parler de certaines situations. Là. Donc, j'ai été témoin, c'est que certains hommes, des fois, s'engageaient dans une démarche judiciaire sans avoir de support. Ils le faisaient par eux-mêmes. Hein. Certains en sont sortis comme gagnants, mais d'autres ont perdu des ailes parce qu'on sait que c'est un processus hyper difficile, un processus long et souvent, les attentes que la personne a ne sont pas comblées. Hein. Donc, si la personne fait ça par elle-même, bon, c'est peut-être un peu plus facile si la personne, la personne qui a le délinquant sexuel eu une sentence vraiment respectueuse de ce que l'autre a vécu, bien là, la personne victime, elle va être contente, mais c'est comme on disait tantôt, c'est pas dans la majorité des cas. Fait que des fois, ça peut démolir plus que d'autres choses. Fait que des fois, les hommes nous arrivent ici, en ayant fait tout ce processus-là, puis ils commencent une démarche au CRIFAR, nous, on encourage le contraire. On encourage de faire une démarche au CRIFAR. Après ça, là, on se prépare de plus en plus à pouvoir les accompagner dans cette démarche-là, s'ils le décident. Hein. Il y en a beaucoup qui veulent le faire parce qu'encore, ils portent le fardeau, de la responsabilité. Hein? Fait que donc, ils se disent, si je fais pas cette démarche-là, cette personne va abuser d'autres personnes, puis Fait que c'est encore un autre fardeau sur la victime. Hein? Fait que, mais le processus, en tout cas, qu'on encourage, c'est vraiment d'aller chercher de l'aide. Puis aussi, sans dire de pas aller porter plainte, là, je pense qu'il faut quand même dénoncer des actes criminels, ça, mais il y a toute la démarche de justice réparatrice qui peut être super aidant. Nous, on a vu nos hommes qui ont vraiment, ça a été vraiment réparateur pour eux de faire cette démarche-là. Est-ce que c'est une pratique que vous voyez souvent, la justice réparatrice au CRIFAR? Fait qu'on encourage. Ouais. Moi, j'ai participé à un cercle de justice réparatrice, ouais. Ça l'avait été encouragé là, par le CRIFAR, puis j'avais pu en reparler dans le cadre de mes entrevues avec le CRIFAR, puis ça a été une belle expérience qui a apporté quelque chose que rien d'autre a apporté. Fait que j'ai été chercher une part de guérison là-dedans, comme j'ai été en chercher une dans le processus juridique aussi. Mais comme tu disais, certains se lancent là-dedans sans aide, sans support, un peu n'importe comment, puis s'en sortent avec une victoire ou pas. Mais peu importe le résultat de tout ça, je sais que la Cour, c'est extrêmement exigeant, puis non, ça ne porte pas la guérison qu'on veut à bout de bras. Là, c'est un système juridique, administratif, de droit qui est froid, mais qui peut être quand même, tous ceux-là qui nous aident à passer à travers ce système-là, comme les CAVAC, aident à rendre ça plus chaleureux, puis sécuritaire, je dirais, parce que c'est pas le fun de toute façon. Tu seras jamais confortable à 100% dans le fait d'aller en justice. Moi, il a fallu que je raconte tout ce qui s'était passé devant l'accusé, puis bref, moi j'ai été chanceux, ça s'est résulté en une sentence pour l'accusé, donc qui était déclaré coupable. Il y a eu des travaux communautaires, 240 heures. Ce que je juge était probablement suffisant. Une part de moi était soulagée qu'elle n'est pas en prison, même si ça l'aurait été la peine minimale actuellement pour le genre d'agression commise. Mais la loi de l'époque le prévoyait pas ainsi. Donc, c'était, parce que là, ce serait minimum 1 an, mais là, c'était 240 heures de travaux communautaires. Mais moi, honnêtement, j'étais déjà rendu dans mon parcours à ce moment-là à
lui souhaiter de s'aider lui-même parce que je savais son histoire, puis je savais que c'était un homme blessé aussi, puis je lui souhaitais juste comme qu'il fasse comme moi, puis qu'il s'affranchisse de ce qui lui faisait mal, là. Mais c'est pas tout le monde qui a cette attitude-là envers leurs agresseurs. C'est pas non plus souhaitable ou désirable, mais bon, au moins je me sens pas négatif, puis plein de désirs de vengeance ou de frustration ou de colère par rapport à cette personne, les autres. C'est parce qu'il y a eu plusieurs personnes, mais c'est ça, c'est comme tellement c'est un processus qui est imparfait, mais il y a plein de processus imparfaits dans un monde imparfait qui font qu'on peut avoir une guérison plus ou moins parfaite, je crois. En tout cas, du moins, atteindre un niveau qui nous convient de vie, de bonheur. Puis je pense que c'est intéressant pour la personne de savoir qu'il y a plusieurs options. Fait qu'il y a l'option d'aller chercher de l'aide, l'option d'aller faire justice réparatrice, l'option de porter plainte. Fait que dans l'abus sexuel, il n'y avait pas le choix. Fait que là, d'offrir certains choix, puis que la personne peut décider pour elle-même ce qui lui convient le plus, le mieux. Mais je pense que c'est intéressant de pouvoir le faire. Ouais. Puis c'est intéressant, je trouve, cette analyse-là de dire quand la personne a été victime de cette situation-là, peu importe le geste, elle n'a pas eu le choix. Fait que de lui remettre un peu du pouvoir pour choisir comment elle veut entamer ce processus de guérison-là. Puis c'est vrai que le processus judiciaire, je crois que c'est pas pour tout le monde. Nous, on fait l'accompagnement judiciaire ici, mais c'est pas quelque chose nécessairement qu'on va encourager. On laisse toujours le choix parce que il y en a à qui ça va répondre à un besoin, puis il y en a que ça va pas aider. Tu sais, puis c'est un processus qui est long. Puis tu sais, comme un peu, Michael, tu disais, c'est pas un processus ou une façon de faire. Tu sais, notre système de justice, il a pas été construit pour guérir les victimes. Il a été construit pour attraper des coupables. Fait que, tu sais, ça fait en sorte que, tu sais, il y a des choses qui pourraient être améliorées. Il y a des façons de faire, justement, de devoir témoigner de la personne qui nous a agressé. Ça peut être hyper intimidant, ça peut être hyper anxiogène. Puis, tu sais, heureusement, tu sais, que la loi, elle a changé. Puis, tu sais, comme tu disais que là, tu sais, quand dans les années que c'est arrivé, ben il y avait une certaine loi, donc il y a des choses qui ont changé à ce niveau-là, mais ça reste que c'est pas la meilleure option pour tout le monde. Puis ça, c'est important justement de le rappeler, tu sais, que même si tu portes pas plainte, il y a d'autres options d'aller mieux, puis t'es pas moins courageux parce que tu as décidé de pas prendre cette option-là. Non, puis je dirais aussi que tu sais, le fardeau de la preuve est vraiment sur les victimes. Malheureusement, parce que c'est tout un fardeau, là. Il faut d'avoir des preuves matérielles d'une quelconque forme, que ce soit multimédia ou Des fois, des dates précises aussi qu'on ou des demande. dates, puis c'est ça, tu sais. Moi, je suis chanceux, j'ai des mémoires de dates. Je savais la date exacte, je l'ai retrouvée dans un agenda de secondaire 1. Tu sais, j'ai excavé là, pour faire de l'archéologie pour trouver des affaires, mais j'ai disons été chanceux là-dessus, mais puis aussi pour la preuve parce que j'avais un peu coincé confronté un agresseur, lui que j'ai poursuivi en justice dans un chat Messenger de MSN à l'époque en 2008. Puis j'avais gardé le log, puis j'avais gardé tous les fichiers sources. Puis j'ai remis une preuve numérique à la police en 2011 quand j'ai porté plainte. Puis, ben, écoute, ça a été accepté en cours parce qu'il a plaidé coupable. Mais c'est ça. Disons que si j'avais pas eu cette pièce de preuve-là, j'aurais pas été en cours parce que je savais que je rentrais dans un processus qui allait finir en queue de poisson. Puis, c'est ça. J'y allais pour gagner. Je dis pas aux gens de pas y aller avec ce qu'ils ont, sérieux, mais c'est bien d'être conseillé quand t'as fait ces démarches-là, puis savoir dans quoi qu'on s'embarque, même s'il y a des risques que ça se résulte par
par une non-condamnation. Mais ça veut pas dire que toute la démarche sera pas un succès quand même, parce que ça fait partie du processus de guérison aussi, de confronter publiquement ou du moins juridiquement son agresseur. Ouais. Et tu as tout à fait raison en disant qu'il peut avoir des bénéfices, hein, à faire ce cheminement-là qui sont pas nécessairement reliés à la sentence, hein. Mais ça, Non. souvent, il faut que la personne ait pris le temps, tu sais, de regarder ça avec un professionnel ou quelque chose pour vraiment aider à conscientiser les attentes, tu sais. Parce que souvent, les gens, ils vont dire, ben, oh, j'ai pas trop d'attentes. Certains, c'est très clair, puis il y en a d'autres, c'est pas très, très clair. Fait que le processus de conscientisation des attentes peut être très important, puis aussi par rapport à la réalité. Qu'est-ce qui peut arriver? C'est quoi une probabilité? Ouais. Fait que des fois, de prendre le temps de regarder ça. Je trouve ça intéressant. Moi, je trouve intéressant à notre conversation parce que je pense que on sort des concepts des fois que les gens peuvent tout mélanger, tu sais. Puis, tu sais, comme dévoiler, tu sais, dévoiler, c'est en parler à quelqu'un de confiance, sortir du silence, tu sais, puis porter plainte, qui est deux choses. Puis souvent, c'est deux concepts qui sont souvent mélangés, qui sont souvent mal compris. Fait que je pense que là, on arrive à clarifier ça. Puis il y a aussi toute l'idée de l'IVAC, hein, donc on parlait tantôt de l'importance, tu sais, de parler aux gens de cette réalité-là. On est chanceux au Québec d'avoir cette aide-là. Puis, mais il y a beaucoup de peurs reliées à ça aussi. Des fois, c'est pas facile pour une personne de remplir la demande pour l'IVAC. Puis mais là, je pourrais vous dire, je pense que je peux le dire, là, mais l'IVAC travaille très, très fort pour simplifier, rendre beaucoup, beaucoup plus accessible le questionnaire, hein. Puis, contrairement à lors du processus judiciaire où il faut avoir des dates précises, à l'IVAC, même si dans le questionnaire, on demande des dates, c'est pas grave, même si la date n'est pas précise. L'IVAC s'attend pas à ça. Puis ça, c'est important que les gens le sachent. Parce que des fois, ça bloque là, au niveau du questionnaire. Ben, je m'en souviens plus. Puis ça. L'IVAC, les autres, ils veulent juste être capables d'écrire une date dans leur dossier. Fait que ça, c'est quand même important de savoir. Aussi, juste le fait de devoir écrire un nom d'un agresseur ou d'une agresseur sur le formulaire, ça peut aussi être perturbant. Ouais. Effectivement. Puis tu sais, ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a peut-être cette pression-là quand on va faire une plainte, tu sais, au niveau légal, d'être un peu la parfaite victime, tu sais, de se souvenir parfaitement de c'est arrivé quand, c'est arrivé où, d'avoir des preuves. C'est sûr que, tu sais, je pense qu'il y a des choses qui tendent à s'améliorer. Tu sais, moi, ce que j'observe ici, en tout cas dans notre ville, à Amos, c'est que, tu sais, il y a des juges qui vont se former, il y a des procureurs qui vont se former pour être plus sensibles à cette cause-là. Puis, tu sais, on en voit des victimes qui n'ont pas nécessairement de preuves matérielles, leur témoignage en soi, c'en est une, puis que ça se solde aussi de manière positive. Mais c'est sûr que nous, dans notre accompagnement, on va beaucoup axer le fait sur on va beaucoup axer notre intervention sur le fait qu'on n'a pas de contrôle sur rien. Tu sais, t'as porté plainte, t'as fait ce que t'avais à faire, mais après, si c'est pas retenu ou si la personne est pas déclarée coupable, ben tu sais, toi t'as pas de contrôle là-dessus, puis ça veut pas dire que ça t'est pas arrivé. Puis tu sais, moi j'ai déjà vu un juge dire à une victime, écoute, je te crois, je la crois ton histoire, mais j'ai pas une preuve hors de tout doute raisonnable. Tu sais, fait c'est aussi de comprendre des fois que je pense que d'avoir de l'accompagnement, ça peut faire en sorte des fois qu'on s'enlève le poids sur cette démarche judiciaire-là, parce que, tu sais, encore une fois, le résultat final, c'est possible d'avoir des victoires, peu importe comment ça se termine. Puis, tu sais, juste le fait de porter plainte, c'est une énorme étape en soi. Fait que je pense que c'est de valoriser aussi le processus en entier plutôt que juste le résultat final qui peut parfois nous mettre de la pression puis générer des insatisfactions, alors que, tu sais, c'est ça, c'est vraiment la façon dont notre système est fait, justement, là.
Ouais, Ah, ça, c'est absolument. vrai. Ouais, Le je suis processus, absolument faut d'accord. s'habituer à l'apprécier lui-même en soi parce que tout est un processus. Autant dans ce parcours-là que dans la vie, là, je pense que c'est ça, c'est de Ouais, chercher à avoir, ouais, pas là, je suis plus dans la phase de trouver du plaisir dans les choses plus simples là, de ma vie, comme aller travailler tantôt. Mais ouais. sinon, tu sais, c'est juste des moments, je m'arrêtais puis je me disais, hey, Mickaël, c'est sérieux, c'est vraiment, vraiment fort d'être capable de faire ça, là, à ce moment, à ton âge, dans ta vie. Suis la voie que tu as toujours voulu suivre. C'est pas égal, c'est pas stable. Ça va de tous les bords, de tous les côtés, mais ça va quand même à quelque part. Puis t'avances, puis tu fais au moins ça. Tu sais, puis le monde qui pouvait me critiquer pour d'autres choses trouvait que j'avais du guts pour ça. Mm. Puis j'étais comme, ben regardez, là, tu sais, moi, quand je fais de quoi, je le fais vraiment jusqu'au bout de même. Là, tu sais, s'il y a une seule chose que j'ai été stable à faire du 80 heures semaine depuis 20 ans, c'est vraiment travailler à actualiser ces traumas-là, puis devenir une meilleure version de moi-même. Parce que pour moi, c'était impossible et non envisageable de faire quoi que ce soit dans la vie vulnérable comme j'étais. Mm, mm, mm. Ouais. Là, on est rendu philosophique, là, hein? On est rendu le truc de la vie. Au Ça fait lieu aussi Mais c'est partie correct. de... au lieu de la finalité, mais c'est vrai, mais c'est ça, hein? C'est être pleinement présent tout le long du parcours, puis aller voir, c'est Mhm. profiter du parcours, puis aller voir ce qui se passe, là, puis il y a des belles choses qui se passent à travers tout ce parcours-là, puis il y a une transformation qui se fait chez la personne, là, de pouvoir prendre soin d'elle, puis de pouvoir oser nommer des choses devant, des fois des figures d'autorité, hein? Et on Ouais. sait que l'abus, souvent, ça vient affecter ton rapport à l'autorité. Fait que donc, d'embarquer dans des processus comme ça, mais accompagné, bien, ça peut aider à diminuer certaines conséquences. Fait que, quelle que soit la finalité. Fait que, c'est donc l'idée, hein, pas être à la recherche d'une finalité parce que, comme tu disais, on n'a Ouais. pas le contrôle là-dessus, mais où on a le contrôle, c'est dans la démarche. Et toute une démarche, c'est en abus sexuel, c'est aussi ça. Il y a des moments qui peut être difficile, mais il y a des belles rencontres, il y a des prises de conscience. C'est pas un parcours c'est un parcours qui peut être très, très enrichissant. C'est tellement ça, là, mais je pense que l'objectif à laquelle on va, dans le fond, c'est la croissance post-traumatique. Ouais. On n'entend pas beaucoup parler, mais c'est pas une étape, c'est un état, l'après-tunnel, si on veut. Mm. Tu sors du tunnel, t'as vu la lumière, elle t'a peut-être brûlé, tu t'es habitué, les yeux, puis t'es sorti, puis finalement, ben t'es pas retourné dans le tunnel ou t'as arrêté d'y retourner. Puis là, c'est comme, OK, bon, je suis capable de me tenir là. Il y a encore des ombres, parce que on peut pas se tenir dans la lumière sans faire d'ombre. Fait qu'il y en a toujours, mais sérieusement, pour moi, c'est comme un peu un après. Tu sais, il y en a qui vont voir ça comme des catastrophes épouvantables dans leur vie. Moi, j'avais l'impression d'être un peu comme dans une espèce d'hiver nucléaire, là, comme si tout était dévasté. Mais à un moment donné, ben, il y a des choses qui recommencent à pousser. Un peu comme dans les dystopies qu'on peut écouter sur Netflix, là. Les villes abandonnées qui se mettent à avoir plein de belles vignes qui poussent, puis la vie reprend son cours. Ben, c'est ça. Ça peut aussi être beau tout en étant autre chose que l'idéal qu'on s'était imaginé. Effectivement, je trouve ça tellement intéressant justement où la discussion nous a amenés. Puis, tu sais, mon Dieu, ça passe tellement vite. On dirait que j'ai l'impression qu'on aurait pu parler de ça encore comme des heures. Mais je trouve ça le fun justement que la discussion nous a amenés vers, tu sais, l'espoir, puis vers le fait que c'est possible de s'en sortir. Tu sais, peu importe le cheminement,
oui, ça va être imparfait parce qu'il y a rien de parfait dans la vie, mais on a le droit d'y croire, puis on a le droit d'aller chercher de l'aide, puis tu sais, on a le droit de se faire confiance dans tout ça. Fait que, en tout cas, merci. Je trouve que, mon Dieu, j'ai trouvé ça tellement enrichissant comme discussion. Si vous aviez justement un petit mot de la fin à des gens peut-être qui nous écoutent ou qui ont des questions, peu importe, qu'est-ce que vous aimeriez dire à ces gens-là pour terminer la discussion? Lynn, si tu veux y aller. J'ai tellement de choses que je pourrais dire. J'essaie de voir, tu sais, je peux donner le numéro de téléphone du CRIFAS. Appelez-nous. Je vais mettre les coordonnées du CRIFAS dans la description de la vidéo, ça c'est sûr. Prenez une chance de nous appeler, tu sais, puis donnez-vous cette place-là, hein, pour prendre soin de vous. Moi, je pourrais dire ça. Puis, on va vous accueillir avec le plus d'empathie, le plus de compassion. C'est là, on parle plus des hommes, mais moi, je dirais, en tout cas, n'importe qui, survivant ou survivante, de se permettre ça. Mais pour les hommes, ben, donnez-vous l'occasion d'être le héros de votre propre histoire, tu sais. Parce que quand on est victime, on l'est pas. Mais quand on se met à parler puis à s'engager, à accepter l'appel à l'aventure, on peut le voir un peu de même, accepter l'appel à l'aide, là, disons, c'est comme accepter d'y aller sur le chemin de la guérison, ben c'est comme dans la plus épique des histoires de films ou de jeux vidéo, on part à l'aventure. Puis il y a des monstres sur le chemin, mais c'est un peu comme un jeu vidéo. Un moment donné, t'arrives au boss de la fin, puis tu finis par la passer, la maudite cassette. Fait que je dis pas que j'ai fini nécessairement ce jeu-là. Mais mettons que bon, c'est la trilogie là. Je commence à être écœuré de la mienne, en tout cas, là. Fait que je pense que c'est ça, je dirais. Tu sais, faites-en une histoire que vous allez être fiers de raconter tu sais, à vos enfants, vos petits-enfants. Moi, c'est mes neveux, honnêtement, qui m'ont poussé à aller plus loin dans le processus. Parce que je me disais, quand il va être rendu à l'âge que moi j'avais quand j'ai été agressé, je vais avoir l'âge des agresseurs. Puis quel regard je vais poser sur eux. Puis maintenant, c'est là que je suis rendu, à cet âge-là. Mon plus vieux, il a presque 14 ans. Le plus vieux neveu, fils à ma sœur. Puis sérieusement, là, je suis fier de pouvoir... je vais être fier de pouvoir leur en parler, mais que ce soit... c'est un temps qui s'en vient, là, honnêtement. Là, plus les 3 enfants sont plus vieux, mais... honnêtement, j'aurais pas de honte à ce qu'ils l'apprennent aussi de n'importe où, par hasard, en googlant. C'est déjà out there, mon histoire. Donc, je dirais à n'importe qui, si mon histoire peut vous aider ou si vous voulez me contacter, vous pouvez passer par le CRIFAS aussi pour si vous avez besoin vous avez des commentaires ou que vous seriez intéressé à parler avec moi, je peux être disponible via le CRIFAS. J'aimerais finir par une statistique qu'on n'a pas nommée, tu sais, qu'on dit qu'un homme sur 6 peut vivre l'abus sexuel dans le courant de sa vie. Fait que les hommes sont pas seuls. C'est malheureusement, c'est une statistique qu'on aimerait qu'il soit différente, mais malheureusement, vous n'êtes pas les seuls à avoir subi ça, même si souvent c'est l'impression. Et c'est souvent, c'est ce que les hommes nous disent. Souvent, ils disent, j'avais l'impression d'être le seul à avoir vécu ça. Hein. Fait que c'est pas ça. Vous n'êtes pas seul. Puis des fois, de se retrouver avec d'autres personnes qui ont vécu des choses semblables, ça peut vraiment être aidant, réparateur. Surtout nous autres, on le sait, on a rencontré des dizaines, des douzaines dans le cadre du CRIFAS, des groupes, des réunions de Noël, puis tout ça. Puis c'est aussi d'aller au CRIFAS, c'est une manière d'entrer un peu dans une communauté transitoire dans ta vie où ce que tu peux
tu peux vivre le changement que tu espérais pour toi-même, mais à travers toutes sortes d'occasions qui te sont données. Ils sont là. Faut juste aller accepter l'appel à l'aventure. Ben, le Griffas ou d'autres centres selon vos régions, hein, à Sherbrooke, il y a en Charles. Oui, c'est important de le dire. Trois-Rivières, je me suis en phase. Puis, il y a des centres comme les Calax qui interviennent auprès des hommes aussi. Il y a des centres à travers le Québec, des centres plus généralistes qui ont un volet abus sexuel. Là. Mais en tout cas, Lynn, Michael, merci tellement d'avoir pris le temps je pense que c'est une discussion qui est tellement nécessaire, justement, de parler de ces choses-là pour permettre de plus en plus d'enlever le tabou aussi sur cette problématique-là. Je pense que c'est important d'en parler pour, tu sais, s'il y a une personne qui a écouté cet épisode-là puis qui s'est sentie moins seule, ben, tu sais, je pense que notre job est fait. Fait que je veux vraiment vous remercier, tu sais, justement, d'avoir pris le temps de vous être livré à moi. Évidemment, je vais mettre, là, les coordonnées du Griffas dans la description de la vidéo. Au besoin, s'il y a des gens qui nous ont écoutés, ça leur a fait vivre des émotions, qu'ils ont des questions, qu'il y aurait des commentaires, je vais mettre aussi nos coordonnées, fait qu'hésitez pas à nous contacter. Je vous encourage aussi à vous abonner là à nos réseaux sociaux pour continuer de voir les épisodes du podcast, à partager l'épisode aussi, ça nous permet de rejoindre plus de gens encore. Fait que merci vraiment encore une fois là, pour cet épisode-là. J'ai trouvé ça vraiment enrichissant. On dirait que je ressors toute... je sais pas, je me sens comme gonflée. J'ai l'impression d'avoir appris plein de choses. Là. C'était vraiment une belle discussion. Je suis vraiment contente justement d'avoir pu échanger de ça avec vous. Je veux aussi remercier encore une fois là, les deux entreprises qui présentent l'épisode d'aujourd'hui, donc le Pneu GBN puis Esthétique Raymond Saint-Pierre. Et je vous dis à la prochaine tout le monde. Et voilà, merci d'avoir pris le temps de nous écouter et à la prochaine. Bye tout le monde. Merci. Merci beaucoup, Jolane. Merci, Lynn.